Je suis secrétaire nationale d'un mouvement de chômeurs, donc je n'ai pas les connaissances et l'expérience technique de mes deux prédécesseuses. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais on va dire que au quotidien, je rencontre des chômeurs et par mes responsabilités dans le mouvement national des chômeurs et précaires, je suis amenée à rencontrer aussi les responsables de Pôle emploi, les responsables aussi de la politique nationale de l'emploi, et de donner le point de vue des chômeurs. Alors, moi, je vais parler de cette négo et de ce que ça peut avoir comme conséquences très pratiques sur les chômeurs aujourd'hui, et donc forcément toutes les angoisses que ça génère dans notre mouvement et chez toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à cette question-là. Remettons-nous dans le cadre de la campagne présidentielle. On a un candidat, Macron, qui nous promet d'arriver à l'universalisation de l'indemnisation chômage. On l'a compris, jusqu'à présent, cette indemnisation, elle est réservée aux salariés du privé. Là, et parce qu'ils ont été involontairement privés d'emploi. Macron promet, on va ouvrir l'indemnisation chômage aux démissionnaires et on va ouvrir l'indemnisation chômage aux indépendants. Ça, c'est avant d'être élu. Et une fois qu'il est élu, il met en route la machine à calculer. Et là, on se rend compte que c'est pas possible parce que ça va coûter extrêmement cher. Et donc, le premier élément de cette fameuse note de cadrage dont a parlé Annie et que vous avez entre les mains, l'ouverture aux démissionnaires, si on l'ouvrait vraiment, selon les estimations, ça coûterait entre 8 et 14 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas possible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la promesse de départ affichée? On va lever le niveau d'exigence. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir le droit de toucher le chômage quand on a travaillé, il faut d'abord avoir travaillé 5 ans. Mais 5 ans de manière continue. Ensuite, il faut avoir travaillé dans la même entreprise. De manière continue. Enfin, il faut avoir un projet professionnel avéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soit une création d'entreprise, soit un projet de formation, tout ça qui est validé par une personne qualifiée qu'on appelle un opérateur en conseil en évolution professionnelle. Donc en gros, quelqu'un va valider le projet et à ce moment-là, on va avoir droit à une indemnisation de Pôle emploi si on démissionne. Si c'est le cas, si c'est validé et qu'on démissionne et qu'on est indemnisé, alors cette indemnisation commence, mais au bout de 6 mois, Pôle emploi va vérifier que la personne elle a bien mis en œuvre le projet, à savoir qu'elle a ou créé l'entreprise ou qu'elle a commencé la formation. Et si les efforts déployés sont jugés insuffisants, alors l'indemnisation s'arrête, évidemment. Alors, du coup, ces conditions, vous imaginez que ça réduit comme une peau de chagrin la possibilité réelle d'avoir droit à cette indemnisation. Et aujourd'hui, on estime que sur une année, ça concernera 35 000 personnes. 35 000 personnes, c'est 3% du nombre de démissionnaires en France par an. 3%. Voilà. Premier point, donc, pour les démissionnaires. Deuxième point, les indépendants. Alors là aussi, si on indemnise les indépendants, la dépense, c'est 3 milliards d'euros au bas mot. Du coup, même travail, on lève le niveau d'exigence par rapport à la promesse de départ. Il faut avoir créé son entreprise depuis au moins 2 ans. Il faut ne pas avoir d'autres revenus à côté. Donc, si je suis auto-entrepreneur et que j'ai un travail à côté, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut avoir connu une liquidation judiciaire, ce qui ne peut pas concerner les auto-entrepreneurs. Et il faut... Alors, il y a une histoire de bénéfice moyen qui n'est pas encore tout à fait claire. Donc, bref, là aussi, des conditions très strictes. Et maintenant, pour l'indemnisation, à la différence des démissionnaires où, eux, cette indemnisation, elle sera proportionnelle à leur ancien salaire classique. Là, pour les indépendants, c'est 800 euros par mois. Pendant 6 mois. Oui, pardon. Oui, sinon ce serait trop drôle. Et après, ça s'arrête.
Voilà. Donc, évidemment, le montant de cette indemnisation, elle est quand même assez insuffisante. Et puis, cette mesure ne s'adressera pas aux plus précaires des précaires dont on a parlé tout à l'heure, hein, ceux qui sont les indépendants économiquement dépendants, comme les VTC, les Uber. Hein, voilà. Ils ne sont pas du tout concernés par cette possibilité-là. Là, on estime que ça concernera 29 000 personnes sur une année. Donc, de notre point de vue, cette annonce de l'universalisation est simplement une escroquerie intellectuelle. Voilà. N'empêche que ça a marché, parce qu'il y a plein de gens qui y ont cru, avant d'aller voter. Alors, concernant ce qui a été dit tout à l'heure par Annie sur le changement des règles de cumul entre activité réduite et allocation chômage. C'est vrai que c'est un mot qui a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est assez simple. Je vais prendre un exemple tout bête. Je suis par exemple assistante maternelle, je garde 3 enfants, il y en a un qui va partir à l'école, je ne retrouve pas tout de suite un autre petit à garder, donc Pôle emploi va me donner un complément puisque j'ai perdu une part de mon revenu. Autre exemple, je suis au chômage, je retrouve un travail, mais c'est un travail qui est moins bien payé que mon ancien travail. Pôle emploi va me donner un petit complément, en gros pour rendre intéressant le fait d'aller travailler. Parce que quand on est chômeur, je rappelle, hein, l'indemnisation moyenne du chômage, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est autour de 1 100 € par mois. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que les chômeurs sont riches, hein, certainement pas. Et donc, le fait d'aller travailler, ça crée des coûts. Il faut payer l'essence. Voilà, on en parle. Il faut faire garder les enfants si on a des enfants petits. Il faut manger à midi, il faut s'habiller, etc. Donc, si je vais travailler pour avoir moins d'argent que quand je suis au chômage, ça n'a pas d'intérêt. Sauf le fait que travailler, c'est autre chose que gagner de l'argent, on est bien d'accord. Hein, mais quand même, les gens, ils réfléchissent hein, avant de retourner à l'emploi. Bon. Donc là, l'idée de cette négociation, je ne sais plus de quand elle date, enfin de cette possibilité qui avait été négociée par les partenaires sociaux, elle est très importante. Aujourd'hui, on parle de revenir sur ces règles de cumul parce que ça inciterait effectivement, comme l'a dit Annie, les employeurs du coup à faire des petits CDD tout pourris, puisqu'ils se disent, de toute façon, il aura un complément de chômage, et les chômeurs à finalement prendre des petits boulots parce que ça les arrange bien de ne pas trop travailler. C'est quand même ça l'idée qu'il y a derrière. Donc, sous prétexte de lutter contre la précarité, on va enlever cette possibilité. Voilà, donc ça pour nous, c'est extrêmement inquiétant et en même temps, moralement, enfin, éthiquement, extrêmement choquant. Il a été question tout à l'heure du bonus-malus. Alors, ça, c'est intéressant de cette question-là. Ça avait été évoqué pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron. Puis, on oublie. Donc, dans la lettre de cadrage, ça n'apparaît plus. On n'en parle plus. Et puis là, le 9 novembre, Emmanuel Macron redit dans un média que ça va être mis en place le jour même où démarrent les négociations inédites. Quand on sait très bien que les organisations patronales sont farouchement opposées à cette sorte de bonus-malus. Juste pour précision, le bonus-malus, l'idée c'est on punit les employeurs qui multiplient les contrats courts. Donc, on ne sait pas ce que tout ça va devenir, mais de notre point de vue, il serait vraiment très injuste que ce soit aux chômeurs de payer la situation de précarité. Ça a été dit tout à l'heure, mais enfin, j'insiste quand même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la part des CDD dans la création des emplois nouveaux, et c'est le cas depuis les années 2000, hein, mais ça s'est amplifié, aujourd'hui, c'est 87% des emplois nouveaux, ce sont des CDD, dont 30% c'est des CDD d'un jour. Vous voyez, donc, c'est pas les chômeurs hein, qui créent les emplois, et c'est pas Pôle emploi non plus. C'est les employeurs. Donc, il faut trouver des solutions, mais nous, on estime, on ne voit pas pourquoi ce serait aux chômeurs de payer la facture. Autre élément très important de cette note de cadrage, et qui est pour nous peut-être l'élément le plus révoltant, c'est la question du contrôle. Donc, vous l'avez compris,
on a toujours un très fort nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi. On nous avait annoncé l'année dernière, en 2017, une baisse. Là, on sent bien que ça stagnouille, hein, c'est compliqué, ça n'évolue pas beaucoup. Et on a un volume d'offres d'emploi, même si on est d'accord qu'il y a des offres d'emploi disponibles, un volume d'offres d'emploi qui est estimé entre 200 000 et 300 000 actuellement. Hein, ça dépend. Alors, attention, les offres d'emploi disponibles, parce que ça, c'est un truc qui revient régulièrement dans les médias. De l'aveu même de Pôle emploi, une partie de ces offres d'emploi disponibles, elles sont faussement disponibles. C'est des employeurs qui mettent une offre, et puis au dernier moment, non, finalement, on ne va pas prendre la personne parce que on n'a pas eu la commande ou on n'est pas sûr. Voilà. Donc attention à ce concept d'offre d'emploi disponible. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pôle emploi. Mais donc, on a donc plus de 3 millions de chômeurs, entre 200 et 300 000 offres d'emploi disponibles. Vous voyez, ça ne rentre pas. Hein. Ça ne rentre pas. Donc, pour autant, on met la responsabilité du chômage sur le dos des chômeurs, puisqu'on fait du contrôle. Donc, le principe, c'est ça. Si on contrôle les gens, c'est parce qu'il y a un soupçon, puisqu'il faut contrôler. Donc, ça veut dire qu'il y aurait donc les chômeurs qui ne chercheraient pas assez efficacement. Alors, il existe, il faut le savoir, hein, comment il fait le contrôle, un corps d'agents de Pôle emploi qui ne font que ça. Ce sont des agents qui sont installés en général dans les directions régionales. Nous, ici, elle est à Balma, ce petit corps de contrôleurs, et qui contrôlent des gens toute la journée, des gens qu'ils ne connaissent pas. On leur donne des numéros d'identifiants de personnes qu'ils doivent contrôler, mais ils ne les ont jamais rencontrés. Et donc, le processus, c'est qu'ils doivent se faire très rapidement une opinion sur est-ce que cette personne cherche efficacement du travail ou pas, sans consulter le conseiller qui, lui, connaît la personne. Et s'il décide que cette personne ne cherche pas assez efficacement, alors on sanctionne. La sanction, aujourd'hui, c'est 15 jours de perte de l'allocation chômage. Il est question, dans le cadre de cette future négociation, de passer à 1, voire 2 mois de perte de l'allocation chômage. Vous imaginez, alors moi, des gens contrôlés, j'en vois très régulièrement qui viennent me voir. Vous imaginez dans quelle panique ça met quelqu'un, l'annonce que, comme vous ne cherchez pas assez efficacement du travail, on va vous supprimer. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête, relativement récent. Une femme qui était chauffeur routier, qui a développé une maladie qui fait qu'elle ne doit plus conduire la nuit. Sauf qu'un chauffeur routier, souvent, ça conduit la nuit. Donc elle travaillait beaucoup en intérim. Et là, les agences d'intérim nous ont dit « Non, mais nous, on ne peut pas prendre ce risque ». Donc elle se retrouvait au chômage. Alors, elle a commencé à élaborer avec son conseiller tout un plan pour essayer de se former, pour changer de métier, aller travailler sur une plateforme logistique, puisque son métier, c'est le transport. Elle connaît bien la logistique. Et donc, elle était en train de... Mais il y a eu un contrôle du contrôleur de Pôle emploi. Et le contrôleur de Pôle emploi n'a rien voulu entendre. Donc cette femme, elle a été donc purement et simplement radiée et elle était mais totalement révoltée. On la punissait alors qu'elle avait une maladie, qu'elle y était pour rien. C'est pas une maladie qui l'oblige à pas travailler, attention, c'est juste pas travailler la nuit. Voilà. Bref, après moult recours et énervement, de ma part entre autres, la radiation a été annulée. Mais je vous assure qu'il a fallu batailler ferme hein, pour pouvoir obtenir ça. Alors... aujourd'hui, ces contrôleurs, ils sont 200 sur toute la France. C'est pas beaucoup, 200 contrôleurs pour 3 millions de chômeurs. Sauf que, déjà, on va multiplier leur nombre par 3. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais hier, il y avait une grève des agents de Pôle emploi. 30% des agents ont fait grève. C'est énorme. C'est la première grève aussi massive depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'on réduit le nombre de salariés à Pôle emploi. L'année prochaine, en 2019, on va réduire le nombre de 800 salariés en moins. Mais pourtant, on multiplie le nombre de contrôleurs. Et je rajoute un truc. Au printemps 2019, va commencer une expérimentation, parce que Pôle emploi est très friand d'expérimentation, une expérimentation sur ce qui s'appelle le journal de bord de la recherche d'emploi. Donc, on va demander aux demandeurs d'emploi de tenir un journal de bord de leur recherche. Alors, moi, qui fréquente assidûment, je vous l'ai dit, des chômeurs, et certainement parmi les plus fragiles,
je ne sais pas du tout comment vont faire ceux qui maîtrisent mal ou peu le français, ceux qui maîtrisent mal ou peu l'informatique, parce que il faut savoir que Pôle emploi a dématérialisé beaucoup de ses démarches, donc il y a fort à parier que ce journal de bord risque fort d'être tenu en ligne sur l'espace personnel qu'a chaque chômeur sur le site pôle emploi.fr. Et là aussi, je me demande comment vont faire ceux qui ont une façon de chercher du travail un peu particulière, comme par exemple alors, les assistantes maternelles dont j'ai parlé. Je dis ça parce que j'ai une assistante maternelle qui est venue me voir, elle a été contrôlée. Quand elle a expliqué à son contrôleur, bah, écoutez, moi, pour chercher des enfants, comment dire, il n'y a pas d'offre d'enfants disponible hein, sur Pôle emploi. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais à la PMI du secteur, hein, à la protection matérielle et infantile. J'ai donné mon nom au conseil départemental qui va du coup dire aux parents, je suis disponible. Voilà. Je suis allée au relais des assistantes maternelles, dire je suis disponible. J'en ai parlé autour de moi, mais j'ai pas d'autre solution pour chercher du travail. De la même manière, enfin ça c'est pour l'anecdote, un jour j'ai rencontré un rugbyman de haut niveau qui était au chômage et qui m'a dit, alors moi pour chercher du travail, je fais de la musculation. Parce qu'il faut le savoir, les sportifs, ils ont des agents qui cherchent pour eux des contrats. Bon, ça c'est pour la blague. Mais de la même manière, les journalistes, vous n'avez pas des offres de journalistes sur le site de Pôle emploi. Il y a plein de métiers comme ça, des métiers à haute qualification où souvent le conseiller Pôle emploi vous dit, je peux rien faire pour vous. Vous avez un bon réseau, faites dans votre réseau. Voilà. Donc, l'idée même d'un tableau de bord, comme ça a été dit tout à l'heure, le chômeur n'existe pas. C'est plein de gens très différents, avec des besoins différents. Donc, il y a un vrai manque d'adaptation du système d'accompagnement. Donc, j'ai presque fini. On peut quand même s'interroger sur quelle est la volonté qu'il y a derrière ça. Moi, franchement, ça ne cesse pas de me surprendre. Ça fait 20 ans que je suis dans ce secteur, mais je ne sais pas, je tombe toujours des nues. Je crois que quand on met comme ça la responsabilité sur l'individu, on charge l'individu de sa propre situation, c'est effectivement qu'on a un projet politique derrière. Ce projet politique, à mon avis, c'est entretenir avec le contrôle une espèce de peur permanente pour que les gens ils aient une pression suffisante pour prendre ce qui se présente. Donc rendre la population des chômeurs totalement flexible. Voilà. Ça, c'est un projet politique. Et vous aurez compris que je ne suis pas du tout d'accord. Alors, en conclusion, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette réforme, elle est purement budgétaire. Avant le politique, elle est purement budgétaire. Le but, c'est de faire des économies. Ça a été annoncé. On dit à l'UNEDIC, il faut faire des économies. Pour moi, ce contrôle accru, ça va aboutir à une conséquence. C'est que tous les chômeurs qui ne sont pas indemnisés, parce qu'on l'a dit, 40% des chômeurs inscrits à Pôle emploi ne sont pas indemnisés. Quel est leur intérêt d'aller à Pôle emploi ? Parce qu'on peut très bien avoir accès aux offres d'emploi. Vous pouvez aller sur Pôle emploi, vous avez accès aux offres. Donc quel est leur intérêt d'être inscrit à Pôle emploi si c'est pour que je me fasse contrôler, que j'ai un conseiller qui n'est pas disponible parce qu'il est débordé. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un conseiller à Toulouse, il a entre 250 et 300 chômeurs dans son portefeuille, parce que ça s'appelle un portefeuille. Dans certaines, et ça a été dit hier par des grévistes, dans certaines parties de la France, alors c'est pas le cas ici, mais ça peut aller jusqu'à 1000 personnes. Qu'est-ce que vous voulez faire comme travail d'accompagnement quand vous avez 1000 personnes ? Le ratio qui est donné dans le monde de l'accompagnement professionnel pour un bon travail d'accompagnement, c'est un conseiller pour 70 personnes maximum. Bon. Donc, alors la réponse qui est donnée par la ministre du Travail, c'est « Mais maintenant, il y a Internet, on peut tout faire en ligne, ceux qui peuvent se débrouiller, se débrouillent. » D'ailleurs, c'est aujourd'hui ce que dit Pôle emploi, dans son discours, c'est faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et les autres, donc, ils n'en ont pas besoin, en gros. Donc, pour revenir à ce que je disais, le contrôle, ça risque d'aboutir à la conséquence de, en fait, une désinscription massive de gens qui vont dire « Bon, je ne vais plus y aller. » Alors, effectivement, ça fera très artificiellement baisser le chiffre du chômage, mais on ne sera pas dans la réalité de la situation. Pour moi, l'enjeu d'une vraie convention, d'une vraie négo, ça devrait être comment on accompagne.
C'est très important comme question. Comment est-ce que les partenaires sociaux ont des exigences sur le niveau d'accompagnement de Pôle emploi? Parce qu'il y a vraiment de la marge de progrès. Donc je l'ai dit, cette grève, elle dit des choses importantes, à savoir on dépouille Pôle emploi d'une partie de ses salariés. Donc la ministre du Travail dit oui, mais c'est parce que le taux de chômage, enfin le nombre de chômeurs baisse, donc on baisse l'accompagnement. Sauf qu'en fait, il ne baisse pas. Donc voilà. On passe d'un marché du travail qui est fondé sur des négociations collectives, ça a été dit, de l'assurance collective, à un marché des travailleurs, avec une concurrence du tous contre tous, avec des droits ramenés à l'individu. Et pour moi, et je dis ça très tristement, cette réforme, cette convention, cette négociation qui est forcée, elle préfigure, à mon avis, d'une amorce de fin du modèle de sécurité sociale tel qu'on l'a connu.